Le premier livre dont j'aimerais parler, c'est La terreur féministe, petit éloge d'un féminisme extrémiste de la militante basque Irene. Dans cet essai, elle pose un constat. Le féminisme est présenté partout comme un mouvement intrinsèquement pacifique, mais s'en suivent deux questions. D'une part, est-ce que ce constat est véridique? Et d'autre part, faut-il brandir cette non-violence supposée comme une valeur suprême? Elle défend l'idée selon laquelle, dans un système qui maltraite et peut aller jusqu'à tuer les femmes, riposter avec violence est vital, légitime et même nécessaire. Elle prend l'exemple de peintresses majeures, mais oubliées parce que femmes, comme Artemisia Gentileschi et Elisabetta Serrani, qui peignent la violence des femmes qui assassinent leurs violeurs, voleurs et envahisseurs. Ces artistes lèguent en fait un message puissant. La violence appartient également aux femmes. Elle peut et elle doit faire partie de l'imaginaire féminin. La société, en essentialisant les femmes, tend à les séparer de leur violence et de leur colère, et à les empêcher de se penser comme dangereuses, comme menaçantes. Irénée prend également des exemples dans la fiction pour parler de violences de femmes ou de leur vengeance qui ne répondent pas au male gaze, dénonçant le fait que dans la culture mainstream, dans les films ou dans les romans, les femmes qui se défendent sont toujours hypersexualisées. Et elle mentionne également Scum Manifesto de l'autrice américaine Valérie Solanas, qu'elle invite à lire comme une fiction dystopique que l'on pourrait inclure dans une réflexion plus large sur la violence des femmes. Dans Moi, les hommes, je les déteste, l'autrice française Pauline Armange présente une définition de la misandrie comme une réaction à la misogynie. Irénée dénonce aussi le fait que la non-violence découle d'un privilège, et le dogme du pacifisme est très éloigné en fait de la réalité. Certaines personnes pauvres, peu éduquées, isolées, sans ressources financières, matérielles ou relationnelles, n'ont en fait pas d'autre alternative pour survivre. Prenant l'exemple de sa grand-mère et d'autres femmes espagnoles durant la dictature, elle montre comment elles ont subi à la fois le fascisme, la violence de classe et la violence patriarcale. En effet, les violences conjugales étaient tolérées et le divorce interdit jusqu'en 1981. En 1999, le code pénal espagnol est réformé pour permettre l'application de mesures d'éloignement pour protéger les femmes victimes de violences conjugales et la prise en compte de violences psychologiques dans les procès. Et ces changements, en fait, ont lieu à la suite du féminicide de Ana Orantes, assassinée pour avoir révélé les violences dont elle était victime, échappant à l'emprise de son agresseur. Effacer l'histoire de ces femmes-là revient à les silencier une fois de plus. Irénée dénonce aussi l'inadaptation du système pénitentiaire et carcéral et la nécessité de développer un féminisme anticarcéral, car la prison ne protège pas les femmes. Et on y reviendra avec le livre de Gwenola Ricordo, pour elles toutes, Femmes contre la prison. De plus, les hommes tuent les femmes par misogynie, là où les femmes tuent en grande majorité pour survivre. Les féminicides, meurtres de femmes parce que femmes, sont le résultat d'un système de domination. La violence est inhérente au patriarcat et elle est omniprésente. Vivre dans la peur du viol, des violences conjugales, des avortements clandestins, des mutilations gynécologiques, mais aussi l'invisibilisation, l'effacement, l'absence de mémoire collective. Irénée défend donc l'idée selon laquelle le féminisme est et a toujours été violent. Mais la violence féministe n'est pas oppressive, elle est subversive. C'est un moyen et non une fin. C'est un moyen d'autodéfense et de survie. Dans son essai Comment la non-violence protège l'État, essai sur l'inefficacité des mouvements sociaux, le militant anarchiste Peter Gerledos, dont j'ai déjà parlé, défend la notion de diversité des tactiques contre le dogme de la non-violence, en soulignant que ce dernier est nuisible et surtout inefficace et faux si on regarde les grandes victoires militantes dans l'histoire. Le philosophe Étienne Balibar souligne que n'importe quelle action politique qui met au défi l'ordre institutionnel établi et les relations de pouvoir qui le maintiennent sera considérée comme violente, car c'est justement le pouvoir constitué qui se réserve le droit de définir ce qui est violent ou pas. Et dans le même sens, la philosophe française Elsa Dorlin, autrice de Se défendre, renchérit en évoquant la lutte des suffragettes britanniques pour le droit de vote. La revendication d'une égalité civile et civique ne peut être adressée pacifiquement à l'État puisque ce dernier est le principal instigateur des inégalités. La violence est donc politique. De ce fait, mener un mouvement politique uniquement basé sur des stratégies traditionnelles, légales et socialement acceptées revient en fait à demander à l'opposant, au dominant, sa permission pour lutter contre son oppression, voire contre son existence même. L'autodéfense politique, et plus concrètement l'autodéfense féminisme, est donc non seulement une stratégie politique, mais aussi un outil de prise de conscience et un moyen de réhabiter nos corps, le corps de l'opprimé, le corps contrôlé, violé, agressé. Elsa Dorlin résume les trois enjeux principaux de l'autodéfense féministe, que sont la politisation, la réappropriation des corps oppressés et la mise en place d'une stratégie efficace et organisée.
Et Irénée reprend le parallèle entre les tactiques des suffragettes britanniques et celles des Black Blocs, dressées par Francis Dupuy-Derry. Dans les Black Blocs, la liberté et l'égalité se manifestent. Et cette technique est rarement associée aux femmes. Pourtant, il a toujours existé des militantes qui emploient leur corps comme moyen d'action directe. Leur tactique est stratégique, politique, mais aussi émancipatrice. Et elle finit par ces mots: le féminisme est une riposte.